salle et reposons-nous là en attendant qu'ils viennent. Est-ce fait? Oui. Voyons. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. Peut-on voir ce que c'est? Vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Nos occupations, à vous et à nous, ne sont pas petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à nous tous. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Votre danse et notre musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Et c'est de quoi nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Pour nous, je vous l'avoue, nous nous repaissons un peu de gloire. Les applaudissements nous touchent, et nous tenons que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de soumettre nos créations à la barbarie d'un ignare. Il y a plaisir à travailler que pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art et qui sachent par de chatouillantes approbations vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable que l'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui nous honore. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Et j'en demeure d'accord, et je les goûte comme vous. Il est vrai que rien ne chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Et la meilleure façon de louer est de louer avec les mains. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites et qui n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement. Ça, c'est bien vrai. Il a du discernement dans sa bourse. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans tout ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Ah, mais vous recevez pas bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément, mais nous n'en faisons pas tout notre bonheur. Et je voudrais qu'elles sont bien, il est encore quelques bons pour les choses. Eh, nous le voudrions aussi. Et c'est ce à quoi nous travaillons tous autant que nous pouvons. En tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il payera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Chut, le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie! Oh là, comment appelez-vous ça, votre prologue ou dialogue de chansons et de danses? Vous nous y voyez préparés. Oh, je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie de ne vous point en aller tant qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Oh, je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Oh, mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquelle? Oh là, mais laquelle? Monsieur! Oh rien, c'est pour voir si vous m'entendiez bien. Que dites-vous de mes livrées? Oh, elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Oh, il est galant! Laquelle? Monsieur? Ma robe. Comment me trouvez-vous comme cela? Fort bien. On ne peut pas mieux. Bon, voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air que j'ai fait composer par mon écolière pour la sérénade que vous nous avez demandé. C'est une de mes écolières qui a pour ce genre de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par une écolière. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolière vous abuse. Je suis une écolière qui en sait autant que les plus grands maîtres et mon air est aussi beau qu'ils s'en puissent faire. Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Attendez, non, je crois que je serai mieux sans... non, redonnez-la moi. Voulez-vous voir notre affaire? Vous allez entendre un petit extrait de diverses passions que peut exprimer la musique. Oh bien. Allons, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger.
des bergers. On ne voit que cela partout. Le chant a toujours été affecté aux bergers, et il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Passe, voyons. Mio kada sklopi, postelja prazna, terasan, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od dlan, ko razum da gubi, jer stvarnosti ne primećujem, još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Molitva kao žar na mojim usnama je, molitva mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Nebo zna da je ime tvoje moja molitva. Cette chanson-là, elle me semble un peu lugubre. Elle endort. Et je voudrais que vous la puissiez regaillardir un peu, par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Je n'aurais pas compris les paroles. Parce que c'est une bergère qui vient des Carpates. Les Carpates? Oui, ce sont des montagnes sauvages que l'on trouve dans l'Est lointain. Je pense qu'il y a bien loin dans ce pays-là. On a appris une tout à fait jolie il y a quelque temps. Là, comment est-ce qu'elle dit il y a du mouton dedans. Du mouton? Oui. Ah, elle avait de tout petits petons. Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Elle n'était pas jolie. Le plus joli du monde. Et vous la chantez bien. Et c'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai d'autres, mais je ne sais quel temps je pourrai prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai encore arrêté 2 maîtres de philosophie qui doivent commencer ce matin. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique, La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il vous faut. tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, les bévues des politiques, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, ne dit-on pas toujours Un tel n'a pas mauvais pas dans une telle affaire. Oui, on dit cela. et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Cela est vrai. Vous avez raison. Je comprends cela, cette. Bon, voici le moment de vous montrer notre affaire. Un petit extrait des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des bergers? C'est ce qu'il vous plaira. Allons, avancez les danseurs.
sera mêlé à ma musique, cela fera plus d'effet encore, et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. Cela sera pour tantôt au moins. La personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séance. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut que quelqu'un comme vous, qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. Oh, j'en aurai donc. Cela sera-t-il beau? Sans doute. Il vous faudra 3 voix qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin, avec 2 violons pour jouer les ritournelles. Mettez-y aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. N'oubliez pas tantôt d'envoyer des musiciens pour chanter à la table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et que le ballet soit beau. Vous en serez content, et entre autres choses, de certains menuets que vous y trouverez. Oh, le menuet est ma danse, et je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître. Laquelle? Monsieur! Ma robe. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. En cadence, monsieur, s'il vous plaît. La jambe. Remue pourtant les épaules. Vos 2 bras sont estroqués. Haussez la tête. La pointe du pied en dehors. Laissez votre corps. Oh, voilà qui est le mieux du monde. Oh, à propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour séduire une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, une marquise qui s'appelle Dorine. Donnez-moi votre main. Oh non, mais en fait donc, je retiendrai bien. Pour saluer une marquise avec beaucoup de respect, vous marchez vers elle avec 3 révérences en avant. Et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Monsieur, voici le maître d'armes qui arrive. Dites-lui qu'il entre ici pour me donner le son. Je veux que vous me voyiez faire. Alors, monsieur, la révérence, votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, vos jambes pointes écartées, vos pieds sur une même ligne, le poignet à l'opposé de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait si étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus écartée, la tête droite, le regard assuré, avancez, le corps ferme. Allons, touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. 1, 2, remettez-vous, redoublez le pied ferme. 1, 2, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Avancez. Le corps ferme. Allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. 1, 2, remettez-vous. Redoublez. 1, 2, en garde, monsieur, en garde, en garde. En garde. Vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes consiste en 2 choses. À donner
recevoir. Et comme je vous le fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, en dedans ou en dehors. De cette façon, un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Sans doute, n'entendez-vous pas la démonstration? Oui, Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la Comment, monsieur Jordan, nous parler de la danse avec respect? Et apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens à vouloir comparer vos sciences à la mienne. Soyez un peu l'homme d'importance. Je vous en prie, plaisant animal avec son plastron. Ah, mon petit maître à tout conseil, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, Monsieur le bâtard de fer, je vous apprendrai votre métier! êtes-vous fou de la ligne lui qui peut tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative, et de sa tête, et de sa carte. comment, petit impertinent? Comment, cheval de carrosse? Ah, si je me jette sur vous, Si je mets sur vous la main, je vous étrillerai dans l'air. Je vous rasserai d'une manière! C'est pas mal! Laissez-nous un peu lui apprendre à parler. Messieurs les philosophes, vous arrivez tous à propos avec votre philosophie. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, monsieur? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession. Et quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le traité que Sénèque a composé de la colère? Qu'est-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et a raison, ne doit-elle pas être maîtresse de tout le mouvement? comment? Il vient nous dire des injures à tous. La danse et la musique dont nous faisons profession! Un homme sage est au-dessus de toutes les injures! Et la grande réponse que l'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience! Ils ont tous l'audace de comparer leur science à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? C'est pour la propre justice que les âmes se disputent entre eux! Ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu! La danse est la seule science honorable. Et la musique en étude que tous les siècles ont préférée. Je leur soutiens tous que la science des armes est la plus belle et la plus nécessaire. Monsieur, Et que fera-t-on de la philosophie? Messieurs, je vous trouve tous bien impertinents de parler devant nous avec cette arrogance et de devenir un phénomène de science et des chats qui nous avec la misérable, médiateur, et de Marathon. monsieur, Venons à notre leçon. Monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sinue doctrina vites quasi mortis. Imago. Vous entendez cela? Et vous avez le latin, sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. N'avez-vous pas quelques principes, quelques commencements des sciences? Ah oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Quelles sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par les moyens des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième est de bien tirer une conséquence par les moyens des figures. Barbara, c'est la reine d'Harry Ferriot-Barrington. Il y a trop de tintament là-dedans. Cette logique-là ne me retient point. Apprenons quelque chose qui soit plus joli. Voulez-vous que je vous apprenne la morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Oh non, laissons cela. Je suis
milieu comme tous les diables, il n'y a morale qui tienne, je me veux mettre en colère tout mon chou tant qu'il m'en prend en bille. Est-ce la physique que vous voulez apprendre, hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Qui discourt de la nature, des éléments, des métaux, Des minéraux, des pierres. des plantes et des animaux, Elle nous enseigne les causes de tous les météores. L'arc-en-ciel, les feux les volants, comètes, les éclairs, oh le la tonnerre, foudre, la pluie, la neige, la grêle, les les vents. tourbillons. Il y a trop de tantanas là-dedans, trop de bruit à minuit. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi quelque chose. L'orthographe. Soit. Et après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et tant qu'il n'y en a point. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres. Et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Ah! Oh oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ah oui, oh ma foi, que cela est beau. La voix I se forme en rapprochant les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. I. Oh, cela est vrai, déflation. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins. O. Oh, I, oh, I, oh, I, oh. La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sur les joints et allongeant les deux lèvres en dehors, comme si vous faisiez la moue. U. Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Oh, y a-t-il d'autres choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Lève en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Cela est vrai. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Demain, nous vous expliquerons à fond toutes ces curiosités. Autrement, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose sur un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous voulez écrire? Ah non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ça soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi des pantoufles et ma bonne nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Et je vous en suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un petit billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais que ce soit tourné gentiment, de manière galante. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un amour. Non, je ne veux point de ces paroles-là, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Non, il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces paroles-là dans mon billet, mais bien arrangées comme il faut. Vous pouvez les mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font... Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? C'est ça que vous avez dit, belle marquise. Je n'ai point étudié, j'ai dit tout cela du premier coup. Oh, je vous remercie de tout mon cœur et je vous prie de venir demain matin de bonne heure. Nous n'y manquerons pas. Laquelle?
Laquais. Laquais! Monsieur! Comment? Mon ami n'est pas encore arrivé? Non, monsieur! Tailleur me fait bien attendre pour un jour j'ai tant d'affaires. J'enrage que la fièvre cartelle puisse serrer bien fort le bois de tailleur. Oh, la peste étouffe le tailleur. Si je tenais ce tailleur-là maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je serais bien... voici! Vous voilà, je vais les mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompues. Vous vous imaginez cela? Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Oh, mais vous vous imaginez, voyons. Point du tout, monsieur. Comment pas du tout? Je me l'imagine parce que je le sens. Tenez, je vous apporte là le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je mets au le meilleur tailleur de la cour de vous en faire un aussi somptueux. Voulez-vous mettre votre habit maintenant? Oh oui, donnez-le-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené mes gens pour vous habiller en cadence et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, vous autres, mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites des opérations de qualité. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Ma fille les fleurs en ont pas. Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Mais il faut dire cela. Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent des fleurs en enfer. Oui, monsieur. Ah, mais voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis-je, vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Mais belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. Oui. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît aux filles quelque chose pour boire. Mais comment m'appeliez-vous? Mon gentilhomme. Oh, mon gentilhomme, voilà ce que c'est que de se mettre en personne de qualité. Ah, voilà, mon gentilhomme, voilà ce que mon gentilhomme vous donne. Oh, Seigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur. Oh, Monseigneur. Oh, Monseigneur mérite quelque chose. Voilà ce que Monseigneur vous donne. Oh, Monseigneur, nous allons tous boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur. À moi. Votre grandeur. Oh. Ma foi, si elle va jusqu'à l'Altesse, elles auront toute ma bourse. Voilà pour ma grandeur. Oh, Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Elle a bien fait, je lui allais tout donner. Laquais? Monsieur! Suivez-moi que j'aille un peu montrer mon avis par la ville. Et surtout, ayez soin de suivre immédiatement sur mes pas, afin que l'on voit bien que vous êtes à moi. Bien, monsieur! Ah, non. Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Oui, monsieur! Nicole! Monsieur? Nicole, écoutez.
comment donc? Oh mon Dieu! Quelle fipponne est cela? Se moques-tu de moi? Oh, Denis, monsieur, je serais bien fâché, mais je ne puis m'en empêcher. Mais tu ne t'arrêteras pas. Oh, monsieur, je ne puis m'en empêcher. Vous êtes tout à fait drôle comme ça. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflé qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, je crois que je n'ai plus envie de rire du tout. Garde. Il faut que pourtant toi tu nettoies. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle. Et encore. Oh, tenez, monsieur, battez-moi plutôt, mais laissez-moi rire tout mon sou, cela me fera plus de bien. J'enrage. De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire, sinon je crèverai. A-t-on jamais vu une condamne comme celle-là qui veut lui rire insolemment au nez au lieu de recevoir les ordres? Mais que voulez-vous que je fasse, monsieur? Mais que tu songes, copine, à préparer ma maison pour la compagnie qui va venir tantôt. Ah, par ma foi, là, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre océan que ce mot suffit à me mettre en mauvaise humeur. Ouais, mais ne dois-je pas pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous auriez bien de la fermer à certains gens. Ben, Ah, voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde, vous êtes fait en arnacher de la sang, et avez-vous envie que l'on se raille partout de vous? mais il n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Ça montre vraiment. On a attendu jusqu'à cette heure, et il y a longtemps que nos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que vous. Je ne sais plus ce qu'est notre maison. On y entend séant carême pendant tous les jours. Et dès le matin, il y a un vacarme de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve accommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir ici. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre fanchette est presque sur les dents, frotter les planchers, que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous comptez faire d'un maître à danse à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes, l'une et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Allez, vous feriez mieux de penser à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai ouï dire, madame, qu'il avait pris aujourd'hui même, pour renfort de potage, 2 maîtres de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Irez-vous l'un de ces jours au collège ou faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Puis-je l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde, et savoir ce que l'on apprend au collège? Par ma foi, cela vous ferait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Est-ce que tout cela est nécessaire pour conduire votre maison? Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne vous parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Des chansons. Et non, ce n'est pas cela. C'est de la
prose, ignorante. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vert, et tout ce qui n'est point vert n'est point prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Tiens, et toi, sais-tu bien ce qu'il faut faire pour dire un U? Comment? Dis un peu pourquoi. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Oh ben, je fais ce que vous me dites. Hein. L'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres vers l'extérieur. Et là, je fais là. Ah, cela est bio. Voilà qui est admirable. Oh, c'est bien autre chose si vous aviez vu Oh et Da, Fa, Mais qu'est-ce Fa. que c'est que tout ce galimatiana? De quoi est-ce que cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leur faribole. Et surtout, ce grand escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je veux te faire voir ton impertinence. Laquelle m'effleurait. Raison démonstrative. La ligne du corps. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Tiens, pousse-moi un peu pour moi. Un diable sur la coquille, doucement. Vous m'avez dit de pousser. Oui, mais tu me pousses en tierce avant que de pousser en carte, et tu n'as pas la patience que je pars. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Ouais, quand je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et c'est bien plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça tombe vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec votre beau monsieur le comte d'Oran, dont vous vous êtes embéguiné. Hey, songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez, un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi, tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami, me traite comme si j'étais son égal. Il a pour moi des bontés qu'on ne dirait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Il a des bontés pour vous et vous fait des caresses. Mais il vous emprunte votre argent. Eh bien, n'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là, un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont vous serez étonné sur les salons. Voilà. Et quoi? Ah, diantre, je ne peux pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien et avant qu'il soit peu. Oui, attendez-vous à cela. Il me l'a dit, il m'a juré sa foi de gentilhomme. Chanson. Ah, il dit, le voici. Oh, il ne fallait plus que cela. Il vient peut-être encore vous faire quelque empreinte. Oh, il me semble que j'ai dîné quand je le vois. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment,
monsieur Jourdain, mais vous voilà le plus propre du monde. Vous voyez, vous avez tout à fait bon air avec cet ami, et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Il le gratte par où, monsieur Dément? Oh, cela est tout à fait galant. Aussi sombre par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Ah ben, vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi. Allons, Monsieur, je sais le respect que je vous dois. mais mon Dieu, mettez point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur, Mais mettez-vous, dis-je, monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. Oh, j'aime mieux être incivil qu'importun. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions, et je vous suis obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Oh, monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête, et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Oh, je n'en doute point. Je veux sortir d'affaires avec vous, et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Vous voyez, ma femme, votre impertinence. Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je paye. Voilà, avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire, le voici. Donnez à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Une autre fois 6,20. Oui, Et une autre fois 140. vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Ah, le compte est fort juste. 5060 livres. 1832 livres à votre plume acier. Ah ben justement. 2740 livres à votre tailleur. Ah, il est vrai. 4370, 9 livres, 12 sols, 8 deniers à votre marchand. Ah, fort bien. 12 sols, 8 deniers. Ah, le compte est juste. 7748 livres, 7 sols, 4 deniers à votre cellier. Ah ben, tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale, 15 800 livres. Somme totale est juste 15 800 livres. Ah, mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Cela fera justement 18 000 francs que je vous rendrai. Je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Paix! Cela vous incommoderait-il de me donner ce que je vous dis? Mais non! Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Taisez-vous! Oh, ben, si cela vous incommode, ben, j'en irai chercher ailleurs. Mais non, vous Il dis-je! vous sucera jusqu'au dernier sou. Vous tairez-vous! Oh, j'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Oh, mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelqu'un d'autre. Ah, monsieur, vous me faites beaucoup d'honneur et je vais l'acquérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Eh bien, voulez-vous que je refuse à un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe. Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing et pourtant elle n'est pas gonflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point?
Mademoiselle, ma fille, est très bien où elle est. Et comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. On ne voulez-vous point de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Vraiment, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Oh, je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge. Belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très bas, monsieur. Est-ce que Madame Jourdain est décrépite et la tête lui grouille-t-elle déjà? Oh, ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune. Et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Ah. Voilà 200 louis, bien comptés. Oh, je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous. Et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Ah, mais je vous suis trop obligé, monsieur. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain nous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai demandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet, le repas que vous lui voulez donner. Ah, tirons-nous un peu plus loin pour causer. Oh, il y a des jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point demandé des nouvelles de la parure en diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Oh, mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule, et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Ah, mais comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Oh, plutôt au ciel. Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ah, monsieur, ce sont des bontés qui m'accablent. Et je suis dans une confusion la plus grande du monde de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Mais vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Et les femmes aiment surtout les dépenses que l'on fait pour elles. Et cette parure en diamant, vos fréquentes sérénades, vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau. Et tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Ah, mais il n'y a point de dépense que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants, et c'est un honneur que j'achèterai au prix de toute chose. Que peuvent-ils en dire ensemble? Va-t'en un tout petit peu, tout doucement, prêtez l'oreille. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue. Ah, mais pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez sa sœur, où elle y passera tout l'après-midi. Vous avez fait prudemment. Votre femme aurait pu nous embarrasser. Ah, mais voyez la pertinente. Sortons, s'il vous plaît. Oui, sortons. Nous serons plus tranquilles pour causer. En outre, je vous ai trouvé mêmement un parti honorable pour mademoiselle votre fille, le marquis Géronte de la cour de Jarretière. Ah, monsieur, je vous suis très reconnaissant, et c'est beaucoup d'honneur que vous lui faites. Oui, mais retirons-nous. Retirons-nous. Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche. Et ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui à l'école que j'ai reçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde où il y a quelque amour en campagne. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléon a pour elle. C'est un homme qui me revient et je veux aider sa recherche et lui donner Lucille si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, Coviel, son valet, n'en revient pas moins notre petite Fanchette. Et je souhaiterais que leur mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va-t'en parler à Cléonte de ma part et lui dire que tout à l'heure il me vienne trouver pour qu'ensemble on fasse à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Ah, vous voilà tout à propos. Retire-toi, perfide, et ne viens point nous amuser avec des traîtresses paroles. Mais c'est ainsi que vous recevez?
Retire-toi, te dis-je, et va t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse et à ta fourbe de fanchette qu'elles ne nous abuseront plus de leur vie. Mais quel vertigo est-ce donc là? Covienne, mon pauvre Covienne, dis-moi toi ce que cela veut dire. Ton pauvre Covienne, scélérate, ôte-toi de nos yeux, vilaine, et nous laisse en repos. Quoi? Toi aussi? Ôte-toi de nos yeux, te dis-je, et ne nous parle de ta vie. Mais quelles mouches les ont piqués tous deux? Allons de cette belle histoire, en avertir Fanchette et ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte? Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable ce que l'on nous fait. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle. Je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle. Je ne pense qu'à elle. Je ne fais des songes que d'elle. Je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà, de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir et qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage, je vole avec un ravissement réel. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal qu'Ovienne à cette perfidie de l'ingrate Lucile? Et à celle, monsieur, de la panda de Fanchette. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes. Après tant d'assidu hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la branche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde, je veux contre elle conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. Ce monsieur le comte, Doran qui va chez elle, lui donne que d'être dans la vue, et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance, et ne pas lui laisser toute la gloire de me quitter. C'est fort bien dit. Et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Elle, monsieur, voilà une belle mijaure. Je ne vois en elle rien que de très médiocre. Premièrement, elle a les yeux petits. Oui, cela est vrai. Elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. La plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Elle a la taille, non, mais elle est aisée. Et bien prise. Ah, pour de l'esprit. Oh, elle en a combien? Du plus fin, du plus délicat. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi? J'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite, c'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante, en quoi je veux faire voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter. De belle,
Tout aimable. Toute pleine d'intérêt que je la trouve. La voici. Pour moi, j'en suis toute scandalisée. Ce ne peut être Fanchette que ce que Nicole m'a rapporté. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléonte? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Covienne? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muet, Cléonte? As-tu perdu la parole, Covienne? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah ah! On voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre. On a deviné l'enclouure. N'est-il pas vrai, Cléonte, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, scellé. Il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité, que je veux être le premier à rompre avec vous. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que non. Voilà bien du bruit pour rien. Je vais vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a... Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprends que ce Non, matin... traîtresse. Écoutez! Moi d'affaire. Laisse-moi dire! Je suis sourd. Cléonte! Non. Covienne! Ta. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée, et faites ce qui vous plaira, puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Conte-moi. Non, je ne compte rien. Dites-moi. Non, je ne dirai rien. Apprends-moi un peu. Non, je ne veux pas. De grâce. Non, vous dis-je. Ah, charité. Mais ôte-toi de là. Au nom des dieux, éclaircissez mes doutes. Je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit, moi. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je m'en vais loin de vous mourir de douleur. Et d'amour. Et moi, je m'en vais sûr, c'est pas. Cléonte, Et dit, où allez-vous? où je vous ai dit, nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonte? Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez? Oui, vous le voulez. Mais qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la rencontre avec une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui nous a figuré que tous les hommes sont comme des diables qu'il faut fuir, et qui ce matin, en vous voyant, a redoublé son offensive. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille? Ne m'en donnes-tu point à garder? Fanchette. Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous des associés? Oh, Lucille! Que vous savez apaiser mon cœur? Coïtez-moi madoué par cette diantre d'animaux-là! Oh, je suis bien aise de vous trouver si Cléonte et vous aussi comme elle. Prenez vite votre temps, mon mari vient. Prenez vite votre temps de lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, cette parole me douce, et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant? De fait, monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite depuis longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre aux réponses, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, là,
plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous avoue, je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Et qu'il y a de la lâcheté à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé. Je suis né de parents qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Couchez là, monsieur. Ma fille n'est pas bon. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez point ma fille. Que voulez-vous dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Et descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Votre père n'était-il pas marchand, aussi bien que le mien? Oh, peste soit de la femme. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont les mal avisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui convient. Et il est mieux pour elle un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme vieux et mal bâti. Oh, cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitan et le plus soldadé que j'ai jamais vu. Mais taisez-vous, impertinente! Vous vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille, je ne la veux faire marquis et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. C'est une chose que j'ai résolue et qui se fera, car monsieur le comte d'Orange va me présenter le marquis Géronte de la courte Jarretière qui souhaite épouser Lucille. De la cour? De la cour de quoi? Mais tais-toi, vilaine! Et vous, ma femme, ne me répliquez pas davantage. Je la ferai marquise en dépit de tout le monde, et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. S'il te plaît, ne perdez point encore courage. Nous lui ferons bien entendre en raison. Je l'ai vu, son marquis. C'est un vieillard cacochine et tremblotant, et qui regardait votre fille d'une bien vilaine façon. Avez-vous donc perdu, dites-moi, la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre-père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son marquis est pour lui si charmant, il le peut épouser, sans nul empêchement. Oh père, je l'avoue, assure-nous tant d'empire. Tu n'as jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Cléonte a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Nicole. Me dois-tu faire cette demande? N'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amour vous touche? Mais tu me fais un grand tort, Nicole, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux voulez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Et sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Oh, fort bien, c'est un recours où je ne songeais pas. Nous n'avons qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, mais de quelle humeur, Nicole, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point qui dit des sornettes et dans l'occasion me lit comme vous faites. Mais que veux-tu? C'est de la timidité. Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais
Et n'en gardais-je pas pour les feux de Cléonte? Et pourrais-je, à mon père, me déclarer sans honte? Mais quoi? Si votre père est un bourru, pied-fait, qui s'est de son mari entièrement coiffé et manque à l'union par vous-même désirée, la faute à votre amour doit-elle être imputée? Mes parents au refus et d'éclatants mépris. Ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Perdrais-je pour Cléonte quelque éclat dont il me rit? La pudeur de mon sexe et mon devoir de fille? Veux-tu que ces feux dans le monde est... Non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à ce noble aïeul. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Un gentilhomme. Oh, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, ce gentilhomme à bien prendre la chose n'est pas un homme non qui se mouche de pied. Mais ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne, il est noble chez lui. L'effet de sa personne, il a l'oreille rouge, le teint bien fleuri. Il sera sacrifié avec un tel mari! Mon Dieu! Mais quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous verrez la femme? Cesse, je t'en supplie, en semblable discours. Et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. C'en est fait, je me rends et suis prête à tout faire. Non! Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un sage pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Cesse, je t'en prie, tu me fais mourir. Que tes conseils plutôt songe à me secourir. Quoi? Géronte est votre homme et vous en tâterez. Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désir. Non! C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide. Et je sais, de mes mots, la Oh là là! Arrêtez, je quitte mon courroux. Il faut, nonobstant tout, avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyre, je te le dis, Nicole, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez pas. On peut adroitement empêcher. Oh, partons. Allons trouver votre amant. Ah! Une belle affaire avec mon pauvre enfant. Que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et cela vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Tu as raison. Mais je ne croyais pas qu'il fallait faire ses preuves de noblesse pour être gendre de Monsieur Jourdain. De quoi ris-tu? Je me pensais, monsieur, pour me jouer de notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Et comment? L'idée est tout à fait plaisante. Comment donc? Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui, on peut hasarder toutes choses. Et il est homme et jouer son rôle à merveille. J'ai les acteurs, j'ai les costumes, laissez-moi faire seulement. Et apprends-moi. Je vous instruirai de tout. Le voilà qui vient, tirons-nous de là. Que diable est-ce là? Ils n'ont bien que les grands seigneurs à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de plus beau que de hanter les grands seigneurs. Et il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux. Et je voudrais qu'il me coûtait 2 doigts de la main et être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qui le mène par la main. Oh mon Dieu, dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. J'ai quelques ordres à donner. Monsieur dit comme cela qu'il viendra ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais ici une étrange démarche. Me laisser ramener par vous dans une maison où je ne connais personne.
quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance, et vous avez une si vile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien, et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage dont je me suis tant éloignée. Oh, ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je dois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elle m'engage plus que je ne voudrais, et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que vous ne vous en incommodiez. Et je ne veux point cela. Oh, madame, ce sont des bagatelles. Et ce n'est pas par là. Enfin, je sais ce que je dis. Et entre autres, la parure de diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Et madame, de grâce, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous. Et souffrez. Voici le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un peu pour la dernière. Madame, monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande que de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire la faveur, de m'honorer, de me faire l'honneur de la faveur de votre présence. Et si j'avais eu un mérite pour mériter un mérite comme le vôtre et que le ciel lui... Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments et elle sait que vous êtes homme d'esprit. Un bon bourgeois, c'est ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Prenez garde au moins, ne lui point parler de la parure en diamant que vous lui avez donnée. Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle la trouve? Comment? Mais gardez-vous-en bien, cela serait vilain à vous. Et pour agir en galanterie, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce cadeau. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Je ne sais quel remerciement J'ai une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Oh, madame, c'est vous qui faites les grâces. Changeons d'arranger. Tout est prêt, monsieur. Allons donc nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. Oh, comment Dorante! Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Et comme monsieur Jourdain a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous aider. Je ne peux que le remercier. Madame, que voilà de belles mains. Oh, les mains sont médiocres, monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler de la parure de diamant qui est fort
belle. Moi, madame? Oh, Dieu me garde d'en vouloir parler, mais ce ne serait pas agir en galant homme. Le diamant est fort peu de choses. Oh, vous êtes bien dégoûté. Oh, vous avez trop de montées. Allons, remercions ces messieurs de nous chanter un air à boire. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que d'y mêler la musique. Et je me vois ici, admirablement régalée. Madame, ce n'est pas parce que... Monsieur Jourdain, silence, ces messieurs. Ceux qui nous chanteront vaudra mieux que tout ce que nous ferons. Je vois, on ne peut pas mieux chanter. Et cela est tout à fait beau. Madame, je vois d'ici quelque chose encore. Monsieur Jourdain est galant plus en scène. Comment, madame? Pour qui prenez-vous, monsieur Jourdain? Oh, je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je dirais. Encore. Vous ne le connaissez pas. Oh, elle me connaîtra. Je vois ici bonne compagnie, et je crois bien qu'on ne m'y attendait pas. Est-ce que c'est pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur? Voilà comment vous dépensez votre bien et que vous festinez les dames en mon absence. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres? Apprenez que c'est moi qui offre ces festivités à madame, et que votre mari ne fait que me prêter sa maison. Parfaitement impertinent. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame et qui me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que faire de lunettes et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Cela est formidable, vous, monsieur, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, pour une grande dame, ce n'est ni beau ni honnête de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, droite, vous vous moquez de m'exposer ainsi aux simples visions de cette extravagante. Oh là, madame! Madame! Mais où pouvez-vous? Madame! Madame! Monsieur, faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Pertinent que vous êtes, vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je n'ai que faire de leur qualité. Ce sont mes droits que je défends et je réponds moi toutes les femmes. Oh, et vous faites bien d'éviter ma colère. Elle est arrivée là, bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Monsieur, Qu'est-ce que c'est que cela? monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Monsieur? Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Oui, j'ai des grands amis de feu, monsieur votre père. Monsieur mon père? Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui, Mais vous l'avez pas connu. absolument, Vous l'avez connu pour gentilhomme. sans doute. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sortes de gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il s'y connaissait fort bien dans les temps, il allait en choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis. Pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez.
Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu feu, monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous l'ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Partout le monde? Oui, Je pense qu'il y a bien loin dans ce pays-là. assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends aux choses qui vous touchent, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi? Non. Comment? Il a un train tout à fait magnifique. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Par ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc! Et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc! Le fils du grand Turc est votre gendre. Oh, le fils du grand Turc, mon gendre! Comme je le fais voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit c'est-à-dire, n'as-tu pas vu une jeune, belle personne, fille de Monsieur Jourdain? Gentilhomme parisien? Monsieur Grand Turc dit cela de moi? Oui, comme je lui ai dit que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Oh, me dit-il, c'est-à-dire, oh, que je suis amoureux d'elle. Baba Saeb veut dire que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que ce turc. Plus admirable qu'on ne peut le croire. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mahamouchi. Oui, Mahamouchi. C'est-à-dire, en d'autres langues, Paladin. Et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup et je voudrais que vous m'ameniez jusque chez lui. Le voilà qui va venir ici, et il amène toutes les choses pour la cérémonie de votre dignité. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui est allée se mettre en tête un certain Cléonte. Et elle ne jure de n'épouser que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, il se rend compte ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléon. À peu de choses près. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre. Je le vois, je l'entends. Le voilà qui vient. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, que votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Je suis très humble, serviteur de Son Altesse turque. C'est-à-dire que le ciel vous donne la force du lion et la prudence du cerf.
toutes sortes de prospérités. Belle! Il dit que vous allez vite vous préparer pour la cérémonie avant d'aller ensuite voir votre fille de conclure le mariage. Chose au mot. Oui, la langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup un peu de paroles. Allez vite, monsieur. Ah, quelle dupe! Quand il aura appris son rôle par cœur, il n'aurait pas pu le mieux jouer! Ah, la cérémonie va commencer! Les acteurs arrivent! Ils sont prêts! Oh. Applaudez! Applaudez les amis! Boucher!
Ah, oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire Mahatma Mouchi. Mahamouchi, vous dis-je, je suis Mahatma Mouchi. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie? Ah, Dara, Dara, Bastuna, Dara, Dara, Bastuna. Ah, chou la babachou, 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 chou la babachou. Ah oui, madame. Vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse faire. Afin que dans tout le monde, il soit possible de trouver un homme aussi fou que celui-là. En outre, n'oubliez pas que nous avons ici, madame, un balai qui nous revient et que nous ne devons pas laisser perdre. J'ai vu là des apprêts magnifiques. Et ce sont des choses odorantes que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. Ah, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qui vous plaira. J'en userai bien de tous les deux. Oh, mais voici votre homme. Son allure est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous vois revenu ici pour vous faire les plus humbles excuses des extravagances de ma femme. Cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. Ah, la possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Où est donc son Altesse turque? Ah, nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Le voilà qui vient. Et j'ai fait quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse, comme ami de monsieur votre beau-père. Oui, donc, le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites. Ah, où diable est-il passé? Vous allez voir, il va vous répondre. Il parle turc à merveille. Monsieur, grand signor, madame, grande Adama, monsieur, Mahamouchi français, madame, Mahamouchi français. Je ne puis pas mieux m'expliquer. Ah, où étiez-vous donc allé? On ne saurait rien dire sans vous. Dites-lui que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui viennent leur faire la révérence et lui assurer de leur service. Vous allez voir, il va vous répondre. Rosa Bidamen Bebeli! Vous voyez, C'est-à-dire que la pluie de prospérité arrose tout temps le jardin de votre famille. je vous l'avais bien dit qu'il
parles-tu? Cela est admirable. Allô, ma fille, approchez, venez ma fille, et venez donner la main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Père, comme vous voilà fait, est-ce une comédie que vous jouez? Une comédie? Non, c'est une affaire fort sérieuse, et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. Je ne veux pas me marier! Ouais, je le veux, moi, qui suis votre père. Mais je n'en ferai rien! Ah, que de bruit! Allons, ça votre main! Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléon, et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Oh! Mon père, je vous dois entière obéissance, et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Mais voilà qui me plaît, de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir une fille obéissante. Qu'est-ce donc que cela? Condition que vous voulez donner votre fille en mariage à un carré prenant? Ah, taisez-vous, impertinente! Quel est votre dessein? Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Oui, faites-lui faire vos compliments pour le truchement que voilà. Je n'ai que peur du truchement, mais je lui dirai bien moi-même sous son nez qu'il n'aura point ma fille. Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là? Monsieur, je vous prie de vous mêler de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Et vous aussi, madame, ne vous embarrassez pas de ce qui ne vous touche pas. Mais voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc? Elle peut oublier Cléon? Oh, je l'étranglerai de mes mains si elle faisait un coup comme celui-là. Ma mère! Allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit. Elle est aussi bien à moi qu'à vous. Madame, un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Écoutez-moi. Non, Écoutez-le. non, je ne peux pas écouter. Ah, voilà une belle obstination de femme. Cela vous fera du mal de l'entendre. Le fait que vous m'écoutez me fera presque. Oh, eh bien quoi? Madame, ça fait maintenant 1 heure que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que c'est Cléon lui-même qui est le fils du grand Turc. Comme cela, je me rends. Oh, je consens au mariage. Voilà tout le monde devenu raisonnable. Vous ne vouliez pas l'entendre. Je savais bien qu'il allait vous expliquer ce que c'est que le fils du grand Turc. Il me l'a très bien expliqué et j'en suis satisfaite. Allons cueillir à mon terre. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous perdiez toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, et que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. C'est pour lui faire accroire. C'est pour lui faire accroire. Bien amusé avec cette femme. Bah, allons vite chercher un notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai. Et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. Je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra?